Le championnat d'Afrique des Nations se poursuit au Maroc. Cette semaine, le pays hôte s'est qualifié donc pour les demi-finales. Nous reviendrons sur cette qualification dans cette émission avec l'entraîneur marocain Jamel Selami. Nous parlerons également de la candidature marocaine pour le mondial 2026. Vous le savez, cette semaine, une conférence de presse a eu lieu dans ce sens ici à Casablanca. Nous parlerons également de côté de Conakry de la reprise du championnat national de Ligue 1 et celui de Ligue 2, sans oublier cet appel à candidature lancé par la Fédération guinéenne de football pour recruter le sélectionneur national du Sili A. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Football Factory, toujours à Casablanca, que nous animons avec notre confrère de Guinée News, Tanou Diallo, consultant de cette émission. Bonsoir Tanou. Bonsoir Alpha Madi et bonsoir à tout le monde. Et merci d'accepter notre invitation. Merci de m'avoir sur ce plateau. Dans un instant, nous parlerons de la qualification du Maroc pour la demi-finale, les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations. Mais avant, on va parler de cette candidature marocaine pour le mondial 2026. Tanou Diallo, on le sait, il y a eu une conférence de presse dans ce sens. Le Maroc a présenté son logo pour cette compétition. Au même moment, il y a 3 pays en Amérique du Nord qui souhaitent organiser cette compétition. On parle aujourd'hui des chances du Maroc pour pouvoir organiser la Coupe du Monde 2026. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, on a eu une seule fois la Coupe du Monde interafricaine. C'était en Afrique du Sud en 2010. Donc peut-être que c'est une deuxième chance pour que la Coupe du Monde revienne en Afrique, ce qui serait une très bonne chose. Parce que quand même la Coupe du Monde s'organise depuis les années 30 et jusqu'ici, si l'Afrique n'a organisé que deux éditions, c'est très peu comparé aux pays européens et aux pays américains. Donc comme vous l'avez dit, il y a les États-Unis, le Canada et le Mexique qui sont candidats, des grands pays. Les États-Unis. Très grand pays, hein, point de vue infrastructure. Exactement. Et tout ce qui s'ensuit. Et tout ce qui s'ensuit, même s'il y a des enjeux géopolitiques, peut-être que le Maroc a une chance. Nous sommes ici au Maroc pour ce CHAN. On a vu qu'au niveau des infrastructures, le pays est prêt. Même s'ils ont encore beaucoup d'années devant eux pour en construire d'autres parce qu'ils en ont les moins. Mais sinon, jusqu'ici, ce qu'on a vu sur place, ils ont ce qu'il faut. Ils ont les stades, ils ont les hôtels, ils ont les aéroports, ils ont les routes. Donc à ce niveau, il n'y a aucun souci à se faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On sait que peut-être que le Maroc aura tous les pays africains vont voter le Maroc. Maintenant, il faudra faire campagne pour pouvoir avoir des voix au niveau de l'Asie et pourquoi pas au niveau de l'Amérique. Mais en tout cas, ils ont une chance quand même d'abriter cette Coupe du Monde, même si ça va être quand même très très difficile. Ça va être très difficile face aux pays comme les États-Unis, le Canada ou encore le Mexique. Nous avons pu donc interroger quelques confrères des journalistes internationaux qui s'intéressent à ce dossier. C'est le cas de ce confrère d'ESPN qui pense que cette distance entre les pays candidats de l'Amérique du Nord pourrait arranger la candidature marocaine. À mon avis, il y a 2 points importants là. Le premier, c'est que le Maroc, pour l'instant, si je ne me trompe pas, on ne connaît pas quel stade ils vont utiliser. On ne connaît que 4 stades qu'ils utilisent pour le CHAN maintenant. Alors avant de savoir quel sera le 8 ou le 10 ou même le 12 stades qu'ils vont utiliser, c'est un peu difficile de juger s'ils peuvent vraiment être les pays hôtes pour un tournoi comme ça. La deuxième question, c'est si les gens sont OK d'avoir un tournoi qui est dans une distance aussi grande sur 3 pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Parce qu'à mon avis, il sera certain qui sera fermé à cette idée. Alors peut-être le Maroc, c'est un deuxième choix attirant, si je peux dire. Voilà, on a suivi ce confrère. Il y a une distance 2 heures, 3 heures de vol entre le Mexique, le Canada, les États-Unis. Ça pourrait être justement un avantage pour le royaume chérifien. Les États-Unis, c'est un très très grand pays. J'ai eu la chance de visiter ce pays. Vous avez, je pense, 4 fuseaux horaires. Là, on ne parle que des États-Unis. Maintenant, à cela s'ajoute le Mexique, qui n'est pas aussi un petit pays. Et vous avez le Canada aussi, donc ça va faire des heures de vol. Ça peut être un atout pour le Maroc, même si, comme vous le savez, les États-Unis étaient candidats pour l'organisation
l'organisation de la Coupe du Monde 2022, c'est qu'ils n'ont pas eu. D'ailleurs, ça a été l'origine de tous les problèmes au niveau de la FIFA, parce que derrière, les États-Unis n'étant pas contents, ils ont engagé des poursuites contre des responsables de la FIFA. Comme vous le savez, il y a beaucoup de responsables de la FIFA qui ont été arrêtés dans le cadre des responsables de la FIFA qui ont été arrêtés. Vous avez même le président de la FIFA à l'époque qui était Sepp Blatter, qui est déjà tombé, qui ne peut même plus entrer dans un stade de football. On verra comment les États-Unis vont se comporter, mais quand même, ça va être très très compliqué pour le Maroc. Même si on souhaite quand même que la Coupe du Monde revienne en Afrique. Quand on pense à cette histoire de lobbying, justement, ça risque d'être compliqué pour le Maroc. Nous avons interrogé notre confrère, il s'agit de Franck Simon de France Football. Lui, il pense que le Maroc a toutes ses chances pour organiser cette Coupe du Monde de 2026. Il faut juste le rappeler, c'est la 5e candidature marocaine. C'est la 5e fois qu'ils se présentent, ils ont été recalés 4 fois, c'est beaucoup d'échecs. Les dossiers précédents, ils étaient moins solides, ils étaient moins bien articulés, moins bien présentés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'atouts, des atouts économiques, des atouts sportifs, puisque il faut être aussi montré qu'on est une grande nation de football. En l'occurrence, le Maroc va faire la Coupe du Monde en Russie, c'est important de s'y présenter. Le Maroc organise des compétitions comme le CHAN. Le Maroc a organisé le symposium du football africain et il l'a très bien organisé. Il y avait la FIFA qui était présente avec Gianni Infantino. Donc ils ont des atouts à faire valoir, ils ont des stades, ils en ont quelques-uns à construire aussi. Je crois qu'aujourd'hui la situation économique, sportive et on va dire presque diplomatique du Maroc fait qu'ils ont beaucoup d'atouts. C'est à eux de les présenter, de les valoriser dans les 4 mois qui viennent, de façon à arriver la première semaine de juin en Russie et convaincre effectivement les fédérations, au moins en convaincre 104, parce que c'est ça les chiffres, il faut qu'ils en convainquent 104 de voter pour eux. Ils auront l'Afrique, ils auront certainement pas mal de voix asiatiques aussi. Maintenant, il faut essayer d'aller en chercher ailleurs et c'est là que ça peut être beaucoup plus compliqué. Bon, à titre personnel, j'aimerais évidemment que la Coupe du Monde revienne sur le sol africain. Si c'est au Maroc, ce serait bien parce que effectivement, ça reste une grande nation de football. Il y a une proximité aussi au continent européen, à l'Occident, qui fait que ça serait une Coupe du Monde à taille humaine. Et vous savez que c'est ce qu'ils ont essayé de valoriser, à dire oh, nous, on veut humaniser la Coupe du Monde. Il n'y aura pas des déplacements de plus de 2 ou 3 heures, par exemple par vol. Aux États-Unis, Canada, Mexique, vous savez qu'il y a beaucoup de fuseaux horaires à passer. Il y a de longues distances. Pour des supporters, ça peut être aussi quelque chose de fastidieux, de fatigant. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Maintenant, on le sait très bien, il y a beaucoup de tractations, des choses qui se font en coulisses. Ils ont peu de temps pour convaincre les sceptiques qu'ils sont en mesure de le faire. Moi, j'ai trouvé que leur dossier avait été plutôt bien présenté. Après, il y a des critiques sur leur logo, mais pour moi, ça reste de l'anecdotique, parce que l'important, c'est de convaincre la première semaine de juin, arriver au vote le 13 juin et avoir la majorité. Et puis ensuite, ils auront... donc on est en 2018, ils auront au moins 7 années pour vraiment, on va dire, huiler, faire ce dossier. Tous les Marocains, je pense, beaucoup de Marocains sont convaincus que ça serait vraiment quelque chose d'important pour eux. Moi, je souhaite vraiment que voilà, ça se fasse ici, plutôt qu'aux États-Unis, qui en a fait une il n'y a pas si longtemps, après tout. Après donc 4 tentatives, le Maroc peut compter sur cette 5e tentative pour pouvoir obtenir l'organisation de la Coupe du Monde pour cette fois-ci en 2026. Antoine Bationo, lui, il est burkinabé, il travaille pour le quotidien Le Pays au Burkina. Lui pense que la chance du Maroc, c'est l'unité africaine et bien sûr le soutien d'une partie de l'Europe. Cette candidature marocaine ou maroco-africaine va être difficile si on regarde en face l'adversaire qu'il y a en face, par rapport aux infrastructures, par rapport aux installations, par rapport à l'organisation. C'est des pays qui ont déjà organisé la Coupe du Monde, les États-Unis, le Mexique. Et en plus, on va y ajouter le Canada. Mais le Maroc, la chance du Maroc, c'est que si l'Afrique reste soudée, et avec en plus un certain nombre de pays européens, parce que quand vous regardez la proximité du Maroc avec l'Europe, en principe, cela devait jouer en faveur de cette candidature africaine par rapport au déplacement pour les équipes qui viendront. Il y a beaucoup d'équipes européennes qui participent à la Coupe du Monde, donc facilité dans le déplacement pour les équipes, non seulement les équipes, mais le public.
Voilà, Tano Diallo, vous parliez tout à l'heure de cette unité de l'Afrique, vous aussi, mais surtout de la proximité entre l'Europe occidentale et le Maroc. Oui, et la proximité entre l'Europe occidentale et le Maroc, mais comme vous le savez, comme je l'ai dit au départ, il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques, il y a des intérêts entre ces pays-là, et vous savez comment ça se passe, peut-être que... du point de vue proximité, le Maroc est beaucoup plus proche de l'Europe, mais quand on va aller sur d'autres terrains, l'Europe est beaucoup plus proche des États-Unis que du Maroc. Donc il y a beaucoup de choses que l'Europe et l'Union européenne partagent, par exemple, avec les États-Unis, et ils n'ont pas ces mêmes intérêts avec le Maroc. Donc il faudra prendre en compte tous ces aspects. Mais de toutes les façons, le Maroc ne part pas perdant dès au départ. Il faudra se battre. Il faudra, comme je l'ai dit au départ, il faudra batailler dur. Il faudra faire une belle campagne, aller gratter des voix un peu partout. Et comme vous le savez, déjà la CAF à elle seule, je pense que c'est 54 voix. Donc ça peut compter sur la balance. Mais il faudra quand même aller chercher des voix ailleurs. Voilà, c'est ce qu'on pouvait donc retenir sur ce sujet concernant la candidature marocaine pour la Coupe du Monde 2026. De retour donc dans cette émission, de retour également à Casablanca pour parler du championnat d'Afrique des Nations. Ce tournoi qui nous réunit ici à Casablanca, mais aussi à Tanger, à Marrakech et dans toutes les villes qui accueillent cette compétition pour parler d'un premier qualifié pour les demi-finales. C'est vrai que nous jouons les stades des demi. Il s'agit du Maroc, le Maroc de Djamel Selami, qu'on a eu d'ailleurs en conférence de presse et qui pense que le Maroc mérite de remporter cette compétition. Je pense qu'on a une équipe performante, on a de bons joueurs, on a des joueurs qui ont plus d'expérience que l'équipe de Namibie. Pourquoi hier j'étais confiant? Parce qu'on a travaillé depuis 18 mois, on a préparé cette équipe dans les différents secteurs de préparation, surtout sur le plan de groupe. On a un bon groupe qui vit bien. Et je pense que c'est très important dans une compétition comme ça. Ça nous donne une grande force. Et après, c'est la qualité des joueurs qui peut faire la différence devant. Je suis satisfait de nos joueurs. Parce que comme les joueurs, lorsqu'ils parlent, ils ne parlent pas je ou moi, ils parlent nous. Nous aussi, on dit nos joueurs parce que ce sont les joueurs du Maroc. On est satisfait jusqu'à présent et on espère, Inch'Allah, qu'ils soient performants jusqu'à la fin parce qu'on mérite d'être champion. On est bien, on est chez nous, on est supporté par nos supporters. On a de bons joueurs, on a le coach Hervé qui est là, qui supporte les joueurs, qui les motive. Je pense que toutes les circonstances sont là pour que ces joueurs-là écrivent l'histoire du Maroc, Inch'Allah. Djamel Selami, donc le sélectionneur marocain de l'équipe nationale locale marocaine. Tanou, on l'a écouté, le Maroc, c'est un parcours très intéressant. En tout cas, ils finissent en tête de leur poule. Ils parviennent à éliminer la Namibie en quart de finale sur un score de 2-0. Ils ont le meilleur buteur de la compétition, Ayoub El Kabi, avec 6 réalisations. On peut dire qu'ils sont très bien partis pour remporter ce trophée. Ils sont bien partis, mais remporter ce trophée, ça c'est autre chose, c'est aller un peu plus vite. On est que le Maroc est en demi, on sait que le Maroc joue devant son public, on sait que le Maroc a une bonne équipe, mais tout de suite s'avancer pour dire que le Maroc va remporter le CHAN, je pense que c'est aller un peu plus vite, parce qu'il y a d'autres bonnes équipes aussi dans ce CHAN, comme le Soudan. Il ne faut pas négliger cette équipe, même si le Maroc a déjà rencontré... Le Soudan aussi qui s'est qualifié. Le Soudan aussi qui s'est qualifié en demi-finale. On a vu cette équipe soudanaise en phase de groupe contre la même équipe marocaine. On a vu comment ça s'est passé. C'était un gros test pour le Maroc. Et cette équipe soudanaise reste une très bonne équipe. Et derrière, vous avez d'autres équipes. Donc, s'avancer tout de suite pour dire que notre équipe peut remporter le CHAN. Il va un peu plus vite en besogne.
Donc il y a donc beaucoup de choses à faire pour cette formation marocaine, bien sûr, qui devra batailler dur, hein, comme toutes les autres équipes, pour espérer remporter cette compétition, même si on sait que la pression grandit de jour en jour. On voit le stade qui est plein à chaque fois. Tanou, une note pour cette compétition, le CHAN? Le stade qui est plein, moi hier je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de place dans ce stade Mohamed V. Ce n'était pas le cas, ce n'était pas totalement plein et j'étais un peu déçu parce que... Le match contre la Namibie, il y avait 36 000 spectateurs. Mais hier dans ce match, dans ce quart de finale, le stade n'était pas totalement plein et ça n'encourage pas parce que le football se joue devant les fans et surtout quand on joue à domicile, on s'attend à ce que le stade vraiment soit plein à craquer, ce qui n'était pas le cas hier. Donc on espère qu'en demi-finale, le public reviendra pour soutenir cette équipe marocaine qui a quand même des très bons joueurs en son sein. J'ai vu des très bons défenseurs et comme vous l'avez souligné, cet attaquant-là, le numéro 9, Ayoub El Kabi. Exactement, c'est un très bon joueur. On va continuer à le suivre et je pense que c'est l'avenir du football marocain. On sait que Hervé Renard suit tous les matchs de cette sélection locale marocaine. Peut-être que Ayoub El Kabi aura la chance d'être sélectionné pour, pourquoi pas, le mondial 2018 qui doit se dérouler du côté de la Russie. La Guinée, elle, a été éliminée en phase de groupe de cette compétition, le championnat d'Afrique des Nations. Et de sitôt, un appel à candidature a été lancé pour recruter un sélectionneur national. On parle déjà d'un certain Paul Put qui pourrait être sur le banc guinéen. Il y a d'autres aussi, hein, d'autres entraîneurs qui sont au chômage. On pense par exemple à Hugo Bross, entre autres. Tanou, d'abord, comment vous voyez la qualité de cet appel à candidature qui a été lancé? Bon, on a lu cet appel à candidature et ça nous donne les indications par rapport à ce que la Fédération guinéenne de football veut faire. Il y a beaucoup de détails dans cet appel à candidature et ça nous dit quelque part, quand vous lisez un peu l'appel à candidature, ça nous donne des indications par rapport au pouvoir que le prochain sélectionneur national va avoir. Donc il aura plein pouvoir, c'est lui qui fera tout. Donc déjà ça c'est rassurant parce que quand vous interférez... de manager général. Exactement, quand vous interférez dans les décisions d'un coach, ça peut impacter les résultats de l'équipe nationale. On pense que déjà ça c'est un bon signe. Donc et maintenant vous commencez déjà, vous avancez sur des noms, Hugo Bross et Paul Put. On sait que Paul Put, il est en contact avec la Fédération guinéenne de football. Et surtout que pour le moment, il est avec le Kenya. Oui, il suit la Guinée depuis de très longues années. Je pense que c'est une équipe qui l'intéresse depuis très longtemps. Vous avez Hugo Bross aussi. Hugo Bross, je vous rappelle, qui avait déjà postulé quand il fallait prendre un sélectionneur national après le départ de Luis Fernandez. Donc il était candidat au même moment que Lapé Bangoura. À l'époque, certainement, il n'avait pas été pris parce que l'État guinéen, la Fédération guinéenne de football voulait tester un entraîneur local. On connaît les résultats, ça n'a pas été un succès. Donc maintenant, on se tourne encore vers les étrangers parce que sur place, on a vu qu'il manque quelqu'un qui est qualifié pour diriger cette équipe nationale A. Donc ces coachs-là que vous avez cités, ce sont des très bons profils pour la Guinée parce qu'aujourd'hui, vous devez avoir un entraîneur qui est capable de vous mettre en place une bonne équipe, une équipe disciplinée, une équipe organisée. Ce qu'on n'a pas ces dernières années, c'est... Quand vous regardez la façon dont cette équipe nationale est managée, c'est comme vous avez l'impression que c'est une équipe, elle est managée elle n'est pas managée par des vrais professionnels. Ouais. Exactement. Et ça doit changer. Parce que quand une équipe nationale manque de discipline, c'est impossible de faire des bons résultats. En tout cas, c'est la troisième erreur à ne pas commettre, j'allais dire, par la Fédération guinéenne de football. On se rappelle du cas Luis Fernandez, vous le disiez tantôt, le cas Lapé Bangoura, c'est le troisième coach qui devrait être le bon. Et là, vous avez une nouvelle fédération qui est arrivée depuis l'année dernière au mois de février. Donc ce sont les premières décisions qu'ils doivent prendre. Donc cette fois-ci, ils ne doivent pas du tout se louper parce que jusqu'ici, ils vont dire que l'AP, ce n'est pas eux qui ont engagé l'AP. L'AP a été engagé quand c'est le comité de normalisation qui était là. Donc là, le coach qui va venir, c'est la nouvelle équipe qui va le choisir. Donc ils n'ont pas du tout intérêt à se louper. Ils doivent bien réfléchir, voir les bons profils et prendre les bons entraîneurs parce que quand même, rappelez-vous, l'année dernière, on a vécu une
une année difficile avec les contre-performances de nos équipes dans les différentes compétitions. Ça n'a pas du tout été une bonne année. L'équipe nationale a pratiquement tout perdu dans les catégories inférieures. Bien sûr on s'est qualifié par exemple pour la Coupe du Monde des U17. On s'est terminé troisième à la CAN, troisième à la CAN U20, à la CAN mondial U20. Exactement, mais les U17, quand ils ont été à la Coupe du Monde, ça a été une catastrophe. Les U20, c'est pareil. Donc les résultats n'étaient pas là. L'équipe nationale, comme je l'ai dit tantôt, a tout perdu parce que on a joué pratiquement on a gagné qu'un seul match décisif en 2017. C'est ce match contre la Côte d'Ivoire à Bouaké, ce qui nous lance bien déjà dans les éliminatoires de la CAN 2019. Donc la Fédération guinéenne de football a tout intérêt à bien se poser, à étudier les dossiers et à prendre les bons entraîneurs pour les différentes équipes nationales parce que voilà, ils ont eux aussi un bilan à défendre. Jusqu'ici, ils pouvaient se dire que ceux qui étaient là, on ne les a pas choisis, on les a trouvés sur place. Donc on n'est pas entièrement responsables de ces résultats-là. Mais maintenant, ils seront entièrement responsables des résultats de ces différents sélectionneurs nationaux. D'accord. Cette pression qui existe donc sur la Fédération guinéenne de football, l'instance dirigeante du football guinéen, on suivra ce dossier de plus près, des exclusivités à venir donc sur le profil, mais pourquoi pas le prochain sélectionneur de l'équipe nationale A. Le profil du nouvel entraîneur doit être un homme d'expérience, un homme qui a de vécu et un homme qui va rester en Afrique, à la maison, qui ne va pas rester à l'extérieur pour revenir que pour le match. Ça, c'est la condition sine qua non. Un entraîneur qui a déjà fait le parcours africain en Coupe d'Afrique des Nations, qui a aussi fait un parcours en Coupe du Monde. Et on est catégorique là-dessus. Cap à présent sur Conakry, la capitale guinéenne, qui doit connaître la reprise du championnat national de Ligue 1. Tanou Diallo, un championnat qui est en train de tenir toutes ses promesses. On a vu cette première partie de championnat avec de la célérité dans le jeu. On est parti à plusieurs journées très rapidement. Finalement, on a concocté une équipe qui est venue au CHAN, qui n'a pas produit de résultats. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça a été une première partie qui n'a pas porté fruit? Je ne sais pas. Au départ, vous dites que ce championnat a tenu toutes ses promesses. Moi, je ne sais pas si le championnat a vraiment tenu toutes ses promesses parce qu'on est venu ici avec une équipe, des mecs qui étaient dans le championnat, qui ont joué le championnat, même si à votre décharge, peut-être, je veux dire qu'on m'a fait comprendre que beaucoup de ces jeunes, ils ne jouaient pas en championnat. Donc ceux qui jouent le championnat, ils sont restés au pays. Donc ça ne nous permet pas du tout de juger le niveau du championnat. Mais déjà, le fait que le championnat se joue régulièrement, ça, sur ce plan, on peut dire que le championnat tient toutes ses promesses, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, comme vous le savez, on a deux clubs qui seront dans les compétitions africaines. C'est bien que le AFIA et l'Oroya AC. Donc c'est le bon moment de reprendre le championnat pour permettre à ces équipes qui vont jouer tout de suite, qui vont jouer début février dans les coupes africaines. Donc c'est déjà une bonne décision de pouvoir reprendre le championnat dès maintenant. Dans le championnat national de Ligue 1, donc, dans lequel l'Oroya AC est en tête avec 7 points d'avance. Donc comme pour dire que l'Oroya continue à installer sa suprématie sur ce football guinéen. Mais écoutez, c'est la meilleure équipe. Même si j'entends beaucoup dire qu'au sein du Oroya, vous avez beaucoup d'étrangers. Et je leur dis tout de suite, écoutez, c'est aux joueurs guinéens qui appartiennent à ce club de se transcender pour prendre les places de ces étrangers. Mais à partir du moment où les étrangers sont meilleurs, et l'entraîneur, lui, il est obligé de prendre ses meilleurs joueurs. Et que le club a besoin de résultats. Exactement. Maintenant, ces joueurs-là, ces joueurs guinéens-là, s'ils restent sur leur laurier, bien sûr que les autres, ils vont prendre leur place. C'est à eux de se transcender pour pouvoir prendre ses places. L'Oroya reste le meilleur club du pays. Quoi que l'on dise, même si beaucoup vont, quand vous dites ça sur les médias guinéens, beaucoup vont vous dire que vous êtes pro-Oroya ou que vous êtes ceci ou cela, mais ça reste le meilleur club du pays. Maintenant, aux autres clubs aussi de venir se mettre au niveau du Oroya, parce qu'il y a certains clubs quand même qui ont des gros moyens, donc ils peuvent investir dans ce sens et pourquoi pas, ils peuvent relever le niveau du championnat, parce que moi je me dis qu'avec ces étrangers-là, le Oroya relève le niveau du championnat. Peut-être que beaucoup ne voient pas sous ce angle
angle-là, l'arrivée de ces étrangers au sein du Orea, mais c'est un club qui permet au championnat guinéen d'être à un niveau supérieur. Mais si les joueurs guinéens, les jeunes joueurs guinéens qui jouent dans ce club, ils se découragent, ils ne travaillent pas à l'entraînement pour pouvoir prendre la place de ces étrangers-là, ben, les étrangers ils vont continuer à prendre leur place et ça va continuer comme ça. Bien. Et finalement, ils seront les plus grands perdants. Bien. Ce communiqué de la Ligue guinéenne de football professionnel qui rappelle la date de la reprise du championnat de Ligue 1 à partir du 30 janvier 2018. Il faut rappeler que pendant ce mercato, il y a eu beaucoup de transferts de joueurs. On espère que cela y va de la performance du championnat national de Ligue 1. Pourquoi pas, qui pourrait se révéler sur nos clubs qui nous représentent dans les compétitions africaines, notamment le Orea qui nous représente en Ligue des Champions et le AFIA en Coupe de la Confédération africaine de football. Nous serons de retour dans les prochains jours à Conakry pour suivre justement le déroulement de ce championnat. En tout cas, il ne nous reste qu'à vous dire merci, Tanou Diallo, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci Alpha Madi, ça a été un plaisir. Merci à Ali Alama Bangoura et à Lamara Nasso qui ont réalisé cette émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Football Factory.